10 € offerts et votre premier pari immédiatement remboursé en cash s'il est perdant, avec le lien en description. Mon avis sur le mercato du Paris Saint-Germain, le grand défi d'Arsenal, et les amis, j'espère que je sais encore faire des vidéos, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que je sais encore parler pendant 40 minutes devant ce micro, dans le coin supérieur droit de l'écran, et très heureux de vous retrouver pour lancer ensemble, oui, la saison 2026-2027. C'est la 10e sur la chaîne. On est ici depuis septembre 2017 à faire des vidéos, 1651 vidéos désormais, et pour certains donc, vous me suivez depuis presque une décennie, c'est presque une décennie qu'on est ensemble ici sur la chaîne, ça nous vieillit un petit peu, non? Pour d'autres, peut-être que vous m'avez découvert au moment de la dernière Coupe du Monde, qui s'est conclue il y a un peu moins d'un mois, quasiment un mois aujourd'hui, en ce 17 août. Et il s'est passé 2-3 choses depuis, notamment chez moi, une grande nouvelle, peut-être que vous avez vu cette vidéo, oui, je suis devenu papa il y a quasiment 2 semaines maintenant, 2 semaines de bonheur absolu, avec pas beaucoup de sommeil non plus. Est-ce qu'on sait encore faire des vidéos? Est-ce qu'on a encore le cardio, le rythme, l'énergie, le tonus pour faire des vidéos? On va voir, et on va voir en parlant aujourd'hui donc du Paris Saint-Germain et d'Arsenal. Parce que j'avais envie de repartir sur les 2 finalistes de la dernière Ligue des Champions, les 2 clubs les plus importants de 2025-2026, qui abordent 26-27, je trouve, de manière extrêmement intéressante, avec beaucoup de choses à raconter. Et les 2 ont joué hier en plus, 2 matchs que j'ai regardés. Le Community Shield, Arsenal, brillamment vainqueur, j'ai trouvé, de City 3-0 pour lancer sa saison parfaitement. Le PSG, battu par Lens, à Bollaert, par les Lensois de Dino Topmoller, avec un double pivot, Michael Cuisance et Titraoui, mon petit Titraoui que je voulais plus voir à la Coupe du Monde. Très intéressant, on va pouvoir parler plus des Lensois, pas aujourd'hui, mais cette saison, avec la Champions, bien sûr, eux les dauphins du Paris Saint-Germain saison dernière. Donc ça va être cool. Mais ouais, le PSG dans ce match, et ça faisait en plus quelques temps que j'étais en train de tisser une réflexion sur ce nouveau PSG Enrique IV. La 4e année de Luis Enrique à la tête des Parisiens, que ce soit construction d'effectifs sur ce mercato avec les arrivées d'Akliouche, Ferran, Lucas Digne, Mika Götze très récemment, très intéressant. Les enjeux de cette saison, quels sont-ils? Il y a bien sûr en ce moment aussi la vente de Bradley Barcola, qu'est-ce que j'en pense? Surtout aux tarifs là, qui sont en train d'être discutés. C'est un bon moment, je trouve, pour revenir sur la situation du Paris Saint-Germain, mais aussi sur celle d'Arsenal. Et en plus, en ce moment, bon, il y a des trucs qui sont en train de passer de partout. C'est un petit peu parler de foot en août. C'est très périlleux, je trouve. Tu commences à préparer une vidéo, et là, boum, Rodri au Barça qui tombe comme ça. Donc ça, il va falloir en parler peut-être demain, en tout cas le plus vite possible. Et peut-être qu'on pourra mixer ça, justement, avec le City de Maresca, qui m'inquiète un petit peu. On est de retour, les amis, ça fait tellement plaisir de vous retrouver pour parler de foot. Et je crois que cette série de vidéos preview pré-saison 26-27 sera pas mal de faire 2 clubs par vidéo, un petit peu sur ce modèle. Aujourd'hui, PSG, Arsenal, peut-être demain, City-Barça ou après-demain, City-Barça. Mais commençons avec les Parisiens. Alors les Parisiens qui sont tombés effectivement à Bollaert, très beau moment pour Lens, son premier trophée des champions, en étant pourtant réduit à 10 au bout de 39 minutes, Antonio exclu pour cette semelle haute sur Marnès Akliouche. Comme j'ai dit, Lens qui joue la Champions, on va pas mal en parler cette saison. Pour Paris, pas la meilleure manière de démarrer, mais moi j'ai vu le match, je l'ai pas trouvé inquiétant du tout. Dans le contenu, j'ai trouvé ça même assez bon pour un match que le PSG démarre sans 5 titulaires habituels. Il y avait quoi? Pas Nuno Mendes, pas João Neves, pas Marquinhos, Akliouche remplaçait Dembélé en pointe. Pas mal de rotation côté parisien. Et surtout, comme j'ai dit, la production pour moi était assez bonne. Je pense, malgré tout, 7-8 fois sur 10, ce match, le PSG le gagne quand même. Il y a des gars qui, individuellement, ont sorti une bonne rencontre. Mon gars, Dez, mais franchement, même objectivement, Désiré Doué, je trouvais très fort dans la lignée de son match en Super Coupe d'Europe contre Villa aussi, que j'ai vu en milieu de semaine. Frappe la barre comme ça dans cet angle très fermé, réussit 9 dribbles dans le match, dont ce petit slalom avec le ballon mis par-dessus, petit contre favorable, mais le ballon mis par-dessus pour Dembélé qui aurait peut-être dû égaliser ici à la 81e minute. Il y avait 7 actions à l'heure de jeu aussi avec la petite talonnade mise à Nuno Mendes, gros arrêt de Robin Risser ici, magnifique. Donc il y en a qui sont revenus en bonne forme et collectivement je trouve les PSG quand même dans la lignée de ses standards pour un match fait avec très peu de temps de préparation par rapport à Lens qui physiquement était plus prêt. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de parler un petit peu plus du mercato. Parce qu'effectivement, il s'est passé pas mal de choses sur le mercato parisien, et notamment l'arrivée de Mika Götze très récemment. On va parler de tout le monde. Mais Mika Götze, en 2-3 mots, 21 ans, le meilleur joueur de l'Ajax,
est un des plus gros talents offensifs à sortir d'Eredivisie ces dernières années. Là, il faisait une saison à 17 buts, 12 passes D en 25-26 juste en championnat. Et pourquoi ces stats et pourquoi ce montant dépensé par le PSG, 45 millions, pourquoi c'est arrivé à Paris? Bah, je dirais parce que gros profil dribbleur, vous avez peut-être vu certains highlights passer, machine à dribble, mais franchement, excellent joueur de zone de vérité, très belle qualité de finition, avec plusieurs surfaces de pied. Parfois, c'est dans du très fin comme ça, finition un petit peu Thierry Henry. Lui, l'ailier gauche qui part de la gauche pour rentrer vers la droite. Comme ça, la finition pour aller chercher le petit filet. Mais aussi, bonne petite frappe, même extérieur de surface. Ici, claque quelques buts. Et surtout, il aime la profondeur aussi. Pour un petit gars de 1m76 seulement, très dribbleur, très rentre sur son pied droit depuis la gauche. Et bah, franchement, sur de grandes distances, là, j'ai vu des ballons lancés pour lui. Il démarre à 70 mètres du but adverse et va les finir au bout en 1 contre 1 en ayant dévoré son vis-à-vis. Je suis pas sûr que tu perdes tant que ça au change par rapport à un Bradley Barcola s'il allait effectivement à Liverpool. Dans ces configurations, ok, c'est peut-être 10% moins de vitesse de pointe que Bradley Barcola. Et encore, en Champions, la saison dernière, il a eu un sprint enregistré à 34,5 km/h. Alors qu'apparemment, celui max de Barcola, c'était 34,4. Bon, l'UEFA met sur parfois Bradley Barcola au-dessus. Et je pense quand même que Bradley Barcola est plus rapide dans les grands espaces. Mais franchement, Michael Götze est rapide, est capable de grosses vitesses de pointe, aime la profondeur aussi. Là, c'est sur des incursions un petit peu classiques où il cherche l'autre largeur en étant rentré depuis la gauche. Il a une qualité de création par le dribble, mais aussi par la passe, où il trouve des bons petits ballons, un petit peu comme celui de Miles Lewis-Kelly hier contre City. Quel bon petit ballon filé ici pour Devine Range qui va le marquer au bout. Dribbleur élite, vous avez peut-être vu ce but qui a beaucoup circulé contre Breda. Et des slaloms comme ça de joueurs de l'Ajax contre le NAC Breda, ça me rappelle Ibrahimovic des années 90. Si vous n'avez pas vu ce but-là, un des plus grands buts pour moi qui m'avait marqué en tant que gamin. Mais celui-ci de Götze, 1 contre 3, lancé depuis la ligne médiane, va slalomer entre les 3, c'est les Eredivisie, les défenseurs c'est un petit peu douteux, mais bat aussi le gardien, dribble aussi le gardien en bout pour marquer un but absolument sensationnel. Donc ouais, il a vraiment beaucoup de qualité, dans les petits périmètres est dévastateur, très fort en dribble, mais aussi à la finition. Franchement, conclut la plupart de ses actions, bien que ce soit tir, mais aussi passe, s'il termine avec ce gros volume de passes D, 12 passes D sur la saison en Eredivisie, double-double, c'est pas pour rien. Et ouais, franchement, moi je suis un barcoleur, entre guillemets, de la première heure, comme vous savez. 6 juillet 2022, j'avais ce tweet, attention à ce petit bonhomme après qu'il ait joué quelques bouts de match en fin de saison avec l'OL. Je trouvais intéressant justement sa prise d'espace dans la profondeur, on allait avoir besoin de ce profil. J'aime bien Bradley, mais je trouve pas sincèrement que le Paris Saint-Germain perde énormément au change avec Mika Götze. Je pense que même niveau vitesse, ce sera le 3e joueur le plus rapide du PSG dans les grands espaces, derrière seulement Hakimi et Mendes, mais c'est supérieur à la vitesse de pointe d'un Kfara par exemple. Avec la Belgique, pour moi c'est incompréhensible qu'il n'ait pas été appelé à la Coupe du Monde. Donc il aurait fait beaucoup de bien. Et ouais, juste bon joueur. Alors c'est le PSG, c'est pas pareil que l'Eredivisie. Il va falloir montrer ça en Champions. Il a été moins performant dans les gros matchs d'Eredivisie ou de Champions qu'il a joué avec l'Ajax. Mais aussi c'est pas un très bon Ajax. Hein. Depuis quelques années, c'est un mauvais Ajax même. Donc pour moi, le plafond de Mika Götze, s'il l'atteint, c'est dans la conversation des meilleurs coups de l'été. Et c'est dans la hiérarchie des ailiers du PSG, derrière Doué et Kfara quand même. Mais pour moi, c'est vraiment une option que tu n'as aucun problème à titulariser en quart de finale de Champions si un des deux manque, si un des deux est blessé. Donc pour moi, encore une fois, je ne pense pas que le PSG perde beaucoup au change par rapport à Bradley, qui est, comme j'ai dit, Barcola, j'aime beaucoup, mais à ce prix-là, au prix auquel on est en train de discuter, Liverpool soumet une offre améliorée de 135 millions d'euros au PSG. J'adore comme la base, c'est devenu genre 120 minimum, et potentiellement PSG qui veut 150, 160, 180. Comme j'ai dit, moi je kiffe Bradley depuis la première heure, mais soyons sérieux, Barcola, c'est même pas un des 5 joueurs les plus importants du PSG, ça c'est sûr, c'est même pas un des 10 joueurs les plus importants du PSG. Qui est plus important au PSG que Bradley Barcola? Dembélé, Kfara, Doué, Neves, Vitinha, Mendes, Pacho, Hakimi, Marquinhos, ça fait 9. Pour moi, j'ajoute Fabien Ruiz, je pense plus important que Barcola, même si, ok, peut-être ça se discute. Et Barcola, je le mettrais 11, avec
peut-être Zahir Emery qui arrive en 12 derrière, mais vendre ton 11e, ou alors si certains veulent discuter, même, peut-être certains mettent 8, 9, mais c'est certainement pas top 5. Vendre un joueur qui est en dessous de ton top 5 joueurs les plus importants pour plus de 100 millions, là on parle de 135 millions, je veux dire, normalement, c'est ton meilleur joueur que tu vends 135 millions. C'est minimum un de tes 3 meilleurs joueurs que tu vends. Ça doit être un crève-cœur, un déchirement complet de vendre quand c'est ces tarifs-là. Et donc, Liverpool, pour moi, récupère un bon ailier, mais pas un ailier qui est clairement top 10 monde à sa position. Je me souviens, saison dernière, avec Sipo, on avait le classement des ailiers. Il arrivait 13e, 14e, un truc comme ça. Peut-être aujourd'hui, c'est un poil plus, mais c'est pas franchement, incontestablement un top 10 monde. C'est pas un joueur système qui turbocharge ton animation offensive à lui tout seul. S'il s'impose titulaire à Liverpool et marque 15 buts PL, pour moi, c'est une année assez réussie, vu son niveau intrinsèque. Et il a besoin de conditions assez particulières quand même, match de grands espaces, pour être véritablement fort. Il a besoin d'être lancé. Alors lancé, il est dévastateur et fait très mal, mais c'est pas un joueur qui crée son tir lui-même non plus. C'est pas forcément le mec que j'ai envie de voir contre des blocs bas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Luis Enrique, quand les grands matchs de Champions arrivent, l'a très rarement titularisé sur les 2 dernières saisons, a préféré Désiré Doué. Il est toujours pas mortel à la finition, et pour moi, il le sera jamais. Et il a une capacité assez inhabituelle à tenir sur ses jambes en bout de course, même quand il est déséquilibré, c'est vrai, mais face à l'adversité et la rugosité et le potentiel athlétique des défenseurs en première ligue, je demande à voir aussi sur toute une saison. Pour un ailier qui aura 24 ans dans 2 semaines, 24 ans c'est très jeune, mais pour un ailier et pour son profil d'ailier, c'est pas si jeune que ça non plus. Je dirais que le prime de Bradley Barcola, c'est maintenant, c'est pas dans 2 ans. Dans 2 ans, c'est un mec qui aura dans 2 ans quasiment 26, ce sera encore bon, et après 27, 28, pour moi, tu seras déjà sur le déclin d'un joueur profil Barcola. Donc, franchement, encore une fois, 90 millions, pour moi, ça c'est la valeur marchande de Transfermarkt. Comme pour pas mal de joueurs du PSG qui ont été vendus cet été, je trouve que le PSG bénéficie vachement de la dorure champion d'Europe en titre, double champion d'Europe en titre, pour valoriser tous ces éléments, a réussi des ventes que je trouve extraordinaires. Kangin, 40 millions, alors qu'il a quasiment pas joué tes matchs importants. Gonzalo Ramos, 74 millions. Joueur que j'aime bien, mais 74 millions, sérieusement. Et si Barcola part pour plus de 120 millions ailleurs, je trouve que c'est hyper bien vendu par le PSG. C'est un départ qui, quasiment à lui tout seul, finance Akliouche, Ferran et Mika Götze, 3 offensifs qui ont la dalle, entre un mec qui, peut-être a raison, a envie de plus jouer, maintenant qu'il a en plus 2 Champions, etc., veut une équipe où il a un rôle encore plus proéminent. Bah, ça serait en le gardant peut-être le début des crispations, des tensions, et non, tu peux le lâcher pour quasiment 150 millions et recruter pour ce prix-là 3 joueurs supplémentaires, 3 offensifs. Pas mal. On va discuter un petit peu plus justement de ces 3 offensifs, et commençons par Ferran. Je trouve bonne upgrade, passer de Gonzalo Ramos, qui est pas Enrique compatible, à Ferran Torres, qui est Maxi Enrique compatible. Il n'y a quasiment pas plus Enrique compatible que Ferran Torres. D'ailleurs, Luis Enrique l'a dit, Ferran Torres peut jouer partout en attaque. Et Ferran Torres le dit, Luis Enrique est comme un père pour moi. Il n'y a pas si longtemps, Luis Enrique était littéralement le beau-père de Ferran Torres. En tout cas, la petite amie de Ferran Torres était la fille de Luis Enrique. Donc, ok, la compatibilité, elle est claire. Et en plus, tu échanges Gonzalo, entre guillemets, pour Ferran. Tu récupères 24 millions dans la transaction. Dans la solubilité au système Enrique, c'est tellement un upgrade et financièrement t'es gagnant. Ferran sera un clair second d'Ousmane Dembélé, c'est pas le même profil du tout, c'est pas la même qualité d'élimination, c'est pas la même ambidextrie, même si il vient de marquer un des buts les plus importants de l'histoire du football de son pied faible, donc ok, il a pas un mauvais pied gauche, mais c'est pas Dembélé, mais c'est un bon avant-centre de combinaison, de mobilité, de volume d'occasion et de travail sans ballon qui est habitué à être un second rôle. Il l'a été au Barça, il l'a été à City, il le sera désormais au PSG. Être un second attaquant, un joueur plutôt de banc, qui est là dans les moments qu'il faut, ça correspond plutôt à son profil. Et je trouve que c'est aussi plutôt bien vendu par le Barça, hein, fondamentalement. Même tarif quasiment que son achat, et avait été acheté 55 millions à City en 2022, vendu à peu près 50 4 ans plus tard. C'est pas mal aussi. Et il a 26 ans, mais comme il n'est pas un joueur de côté, je dirais que son pic est rallongé un peu. Il y a peut-être encore
2-3 ans de prime Ferran Torres, entre guillemets. S'il progresse à la finition comme Dembélé a progressé sous Luis Enrique, je veux dire, Dembélé était un croqueur ultime avant de rencontrer Luis. Si Ferran fait la même, bah il deviendra. je crois pas que ce soit possible, mais si Ferran progresse autant que Dembélé à la finition, ce sera un des meilleurs avant-centres de la planète. Et pourquoi pas, il est un joueur qui marche à la confiance, qui avait recruté un psychologue du sport en 2022, après son gros pic, sa grosse dépression, après son transfert au Barça. Ouais. Toujours dans ce rôle de seconde option dont il s'accommode très bien, dont il s'est accommodé avec l'Espagne aussi, pas plus tard que cet été. Je trouve que c'est une bonne prise. C'est pas un crack, mais c'est plutôt une bonne prise pour le PSG, une upgrade en tout cas, par rapport à Gonzalo Ramos sur la manière dont joue ce PSG. Alors ils ont aussi pris Lucas Digne. Voilà, c'est pas extraordinaire pour moi. Je suis pas un grand fan de Lucas Digne, je suis correct sans plus. Mais je dirais à son poste plutôt une upgrade, par contre, sur Lucas Hernandez, qu'en plus comme ça tu repasses clairement en tant que central. Avec Pacho Marquinhos, Zabarni, Hernandez, t'as vraiment 4 centraux. Et Digne en tant que backup de Nuno Mendes, qui sera jamais un vrai backup de Nuno Mendes, dans le sens où c'est des qualités, une qualité absolue tellement différente. Et t'as pas les mêmes courses de repli ou la même turbo-projection basse, le même meneur de jeu reculé à lui tout seul. T'as pas ça avec Lucas Digne. En revanche, c'est peut-être mieux pour commencer à ouvrir une porte de sortie potentielle à Lucas Hernandez, qui est un des rares mauvais contrats du PSG. Lucas Hernandez, c'est le 6e mec le mieux payé, même un peu plus, non 5e, à 19 millions annuels. Il lui reste encore 2 ans de contrat, donc en plus très souvent blessé. Et il devient donc l'option numéro 4, je pense, sur ce poste de défenseur central. Mais voilà, Mika Götze, Ferran Torres, Akliouche, Lucas Digne, et donc potentiellement la vente de Bradley Barcola. Je dirais que le PSG est en train de réussir un des meilleurs mercatos d'Europe, un double champion d'Europe en titre, on le rappelle, qu'il a fait avec un banc assez limité. Il n'y avait pas vraiment de joueurs 15, 16, 17 au Paris Saint-Germain contre Liverpool en quart de finale l'année dernière. Aller-retour, Enrique fait 5 changements sur 10 possibles. Kang In-lee, qui entre là à la 78e par exemple, à partir des quarts de finale, Lee Kang-in, c'est combien de minutes 29 minutes cumulées. Même moins, 19 seulement. Contre Arsenal, non ça c'était la saison dernière, pardon. Et cette saison, ouais c'est ça, contre Chelsea, 21, 17, 12, très peu de temps de jeu pour Kang In-lee. Gonzalo Ramos, c'est pareil, il a joué 30 minutes de la finale contre Arsenal parce qu'elle est allée en prolongation, mais il n'avait pas joué une seule minute en quart ou en demi. La saison d'avant ça, Gonzalo Ramos en 8e, quart, demi et finale, s'est cumulé 36 minutes de temps de jeu. Et on parle même de la vente potentielle d'Ibrahim Baye pour genre 40 millions. Enfin, je trouve que sur les ventes, le PSG est en train de faire un mercato absolument exemplaire et tire vraiment les bénéfices, oui, de sa double couronne d'Europe qui valorise tout le monde très haut. Donc, au bout, si Gonzalo Ramos, Kang In-lee et Barcola sortent de l'effectif, c'est une seule vraie option de match important aux yeux de Luis Enrique qui s'en va. Il n'y a que Barcola vraiment qui était un joueur viable pour ces matchs clés. Et Götze, Ferran, Akliouche, 3 options qui sont là véritablement des options qui peuvent jouer en quart de finale, en demi-finale de Champions. Akliouche gaucher en plus, sympa d'avoir un gaucher en plus. Il en manque un petit peu sur le secteur offensif du PSG. Et ouais, au bout, je trouve que le PSG est passé de 4 offensifs Enrique compatibles, Doué, Kfara, Dembélé, Barcola, à 6 offensifs Enrique compatibles, Kfara, Dembélé, Doué, Akliouche, Ferran, Götze. 7 même peut-être si on compte Seny Mayulu dans un rôle un petit peu hybride. 8 si on compte Dro, qui peut-être ça peut être une des histoires de cette saison, avec un petit peu plus de temps, mais c'est 2 talents qui ont besoin de plus de temps de jeu pour s'exprimer, peut-être un prêt, mais même si leur polyvalence est appréciée, et surtout pour Mayulu et pour Dro, on va dire, peut-être considéré comme très Enrique compatible. Effectivement, en tout cas, j'aime beaucoup le mercato qui est en train de faire le PSG dans le sens des départs, et j'aime bien celui qu'il est en train de faire dans le sens des arrivées, avec aussi pas mal de discipline financière et économique que des prises à 50 millions max, Akliouche, Ferran, Götze. Personne n'arrive avec un trop gros statut aussi, ça veut dire. Et Doué, c'était pareil. Doué, c'était 50. Dembélé, c'était 50. Barcola recruté à Lyon, c'était 45. Kfara, c'était plus, dans des circonstances bien sûr particulières où l'Europe entière le voulait, était plus 70, peut-être 80 avec les bonus. Mais dans l'ensemble,
il est loin le temps des Randal Colomani à 95 millions. Je trouve le PSG a trouvé de la discipline et ça convient très très bien. Ça permet de bâtir un secteur offensif qui maintenant a vraiment de la profondeur, quelque chose qu'il n'y avait pas sur les 2 dernières saisons. Ils ont quand même soulevé la plus belle des compétitions. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Peut-être quand même éternellement un remplaçant d'Achraf Hakimi. Le PSG a maintenant 5 défenseurs gauchers, donc 4 qui peuvent jouer latéral gauche, Nuno Mendes, Digne, Lucas Hernandez et Beraldo, même s'il est un petit peu plus dans un rôle de sentinelle. Pacho, Marquinhos, Zabarni, ça c'est le reste du secteur défensif. Le vrai backup d'Hakimi, en vrai, ça reste Zaïre Emery ou João Neves parfois. Hakimi la saison dernière sur le tacle de Luis Diaz, la grave blessure qui a suivi, il n'a jamais vraiment retrouvé son top niveau, 100% de ce niveau-là. Au max, c'était 85-90% dans les bons moments peut-être. Et il aura 28 ans en novembre, Hakimi. Je pense que le prime est passé. Et qu'on arrive maintenant sur la période du déclin, à voir si c'est un déclin très très contrôlé ou un déclin brutal. Je pencherai plus sur la première option. Je pense un déclin contrôlé de quand même le meilleur latéral droit du monde en ce moment. Mais bon, logiquement, peut-être que c'est... Peut-être si c'est pas pour cet été et si Enrique et Campos se disent que Zaïre Emery peut continuer à prendre des minutes là et parfois jouer au Neves en Ligue 1 ou trouver d'autres, parfois Marquinhos qui est mis à droite, ou peut-être qu'il y a d'autres possibilités, mais peut-être que pour l'été prochain, c'est une réflexion qui doit commencer à être creusée. Qui pour remplacer Hakimi ou au moins lui offrir un petit peu plus de le faire souffler sur les moments creux. Peut-être aussi une prise au poste de gardien. Pendant longtemps, il y avait un deal Zion Suzuki dans les tuyaux qui s'est pas fait. Safonov a fait le job la saison dernière, mais il n'était pas dans le top 10 par exemple qu'on a donné tout à l'heure, et c'est pas un des 10 meilleurs gardiens d'Europe. C'est un des maillons faibles entre guillemets du PSG. Chevalier, malheureusement, ça n'a pas marché du tout. Donc est-ce qu'il y a là un renfort? Mais sinon, je trouve que dans l'ensemble, le reste de l'effectif est très fort. Et il y a peut-être le backup de Vitinha. Beraldo, c'est ok. Et peut-être que c'est dur quand t'as Vitinha, le meilleur milieu reculé du monde, le meilleur Busquets-like du monde. Peut-être que c'est dur de trouver un mec qui est vraiment un vrai backup. Mais s'il continue de jouer littéralement chaque minute de Ligue des Champions possible, comme c'est le cas depuis, je crois, la 3e journée de la saison 2024-2025, à part la finale de Champions, où il est sorti pour la 2e mi-temps de prolongation là contre Arsenal, mais sinon il a tout joué Arsenal, Vitinha. Si demain il y a une grosse blessure de Vitinha en février, genre après le mercato hivernal, est-ce que c'est la saison du PSG qui vient de mourir là? Donc est-ce que c'est un jeu dangereux auquel tu es en train de jouer avec juste lui dans cette position? À voir. Je dirais parmi les enjeux du PSG cette saison, poursuivre ce mercato, peut-être une prise ou deux, mais 2 enjeux. Le premier, bâtir sa légende, faire encore une saison avec cette ossature là du back four, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, plus Vitinha, Neves, Doué, Kfara, Dembélé. Pour moi, c'est comme ça que tu crées un souvenir qui marque une génération. Continuer avec les mêmes, garder ce même core saison après saison et empiler les matchs références et souvenirs. Pour moi, je veux dire, mon grand OL, mon magnifique OL des années 2000, je l'ai toujours pas oublié. Mon OL de Coupé, Chris, Cassapa, Réveillère, Abidal, Essien ou Thiago, mais surtout Diarra, Juninho, Malouda, Govou, Wiltord. L'OL d'il y a 2-3 ans, je galère à ressortir le 11. L'OL d'il y a 20 ans, sans aucun problème. Et pourquoi? Parce que de grands succès et des matchs mémorables, mais aussi parce que ce cœur-là, il a existé saison après saison, après saison, après saison, sans être vendu, toujours en tant que titulaire. Et je trouve que enchaîner les saisons comme ça, c'est comme ça que tu bâtis ta légende. Ta légende club pour les supporters. Continuer avec ce même cœur de joueurs qui deviennent tous dans la conversation des joueurs les plus importants de l'histoire du club. J'ai dit, dans quelques saisons, Vitinha sera considéré comme un des joueurs les plus importants de l'histoire du PSG. Marquinhos l'est déjà, bien évidemment. Il y en a plein que tu peux mettre dans cette conversation. Ça, c'est un des enjeux. Deuxième enjeu, c'est pas moins que devenir la plus grande équipe de l'histoire. Et oui, ça semble excessif dit comme ça, mais si le PSG prend une 3e Ligue des Champions consécutive, avec ce niveau de jeu, c'est quelque chose que même le Barça de Guardiola n'a pas fait. Barça de Guardiola, 2009-2011, extraordinaire. 2 des meilleures équipes du 21e siècle. En 2010, sorti par l'Inter de Mourinho,
est quand même, je pense, la meilleure équipe de cette saison-là. Et on a analysé il n'y a pas longtemps les 2 matchs contre cette Inter 2010, qui était une très très bonne équipe aussi. Fondamentalement, Barça a été extrêmement, extrêmement fort, aurait pu passer aussi, bref, très très fort. Si le PSG réussit à avoir ce niveau de domination dans le jeu, gagner 3 Ligues des Champions consécutives comme ça, ouais, au 21e siècle, il n'y aura pas eu mieux. Le Real aura pris plus de Ligue des Champions dans l'absolu sur cette période et aura fait aussi 3 d'affilée, mais pas avec un niveau de jeu aussi impressionnant. Et il y aura pas mal de legacy qu'on devra continuer d'updater si Paris fait ça. Si Paris 2024-2027, sur ce cycle-là de 3 saisons, c'est 3 champions en continuant de rouler sur tout le monde, c'est dans la conversation des meilleures équipes, des meilleurs cycles de l'histoire. Et Luis Enrique, très très haut aussi dans la conversation des entraîneurs. Ils sont les favoris pour la Champions, hein, pour Winamax, logiquement. Ils sont à 5,50, c'était 5,75 hier, 5,50 aujourd'hui. Et Arsenal sont les deuxièmes à 7. Eux aussi, ils ont un petit peu baissé depuis le Community Shield. Ils étaient à 7,50 et maintenant 7. Parlons un petit peu des Gunners. Justement, les défis d'Arsenal, dont j'ai absolument adoré le match hier. C'était tellement bon. Et on va en parler un petit peu. C'était tellement meilleur déjà dès le premier match que quasiment tout ce qu'on a vu la saison dernière, malgré le titre en Première Ligue. Et pour moi, les défis d'Arsenal, il y en a 2 qui sont clairs. Le premier, c'est d'être champion back-to-back. 2 saisons consécutives, remporter la Première Ligue, c'est quelque chose qu'Arsenal n'a pas fait depuis, vous pensez combien de temps ? Depuis 1935, une période où ils en avaient gagné 3 d'affilée des premières divisions anglaises. Mais ça veut dire que ni Wenger, ni Arsène Wenger, ni George Graham dans les années 80-90, ni même dans les années 30, le légendaire Herbert Chapman, parce que Chapman, malheureusement, est décédé en janvier 34, donc sur ce cycle-là, il a fait le premier titre, décédé en plein milieu de la 2e saison, c'est un intérimaire qui prend sa succession, et 34-35, c'est un autre coach encore, donc ça veut dire en fait qu'il n'y a aucun entraîneur de l'histoire d'Arsenal, en 140 ans, le club fête ses 140 ans cette saison, aucun entraîneur de l'histoire des Gunners n'a remporté 2 fois d'affilée le titre, n'a été champion 2 fois d'affilée. Arsenal, en tant que club, l'a fait qu'une seule fois, dans les années 30. Donc, juste ça, pour Arteta, imaginez où ça le placerait. Ça, c'est un grand, grand objectif d'Arsenal, bien sûr. Le deuxième défi très clair, c'est gagner la Champions. T'étais à une séance de tir au but de le faire il y a quelques mois. Et tu l'as jamais fait. Arsenal l'a jamais fait, donc. L'autre défi, il est clair, c'est pas pour rien qu'ils sont les 2e favoris des bookmakers. Ils sont clairement dans cette grande, grande conversation cette saison-là. Mais moi, je vois 2 autres défis pour Arsenal, au-delà du back-to-back et de l'éternel fantasme de la Champions. Les 2 autres défis pour moi, c'est 1. Gagner le cœur des gens. Alors, la saison dernière, beaucoup de conversations autour d'Arsenal étaient centrées sur « c'est moche ». What football really thinks of Arsenal's football, un grand article dans The Athletic. Est-ce qu'Arsenal serait le pire vainqueur de l'histoire de la Première Ligue ? C'était le genre de titre qu'on voyait. Et ils ont gagné l'affection de personne réellement. Il n'y a aucun supporter neutre, aucun suiveur du football un petit peu neutre qui est tombé amoureux d'Arsenal la saison dernière. Les discussions portaient plutôt sur ça, sur le titre de Première Ligue acquis grâce à une défense impressionnante, grâce au Nicolas Joverball et tous ses coups de pied arrêtés. Aucun joueur offensif d'Arsenal n'a fait une vraie bonne saison. Martin Odegaard, très bon à la Coupe du Monde et très bon hier, c'est une très très bonne chose pour Arsenal, a fait une mauvaise saison. Les buteurs, il y a un seul mec qui a marqué plus de 10 buts en Première Ligue, c'est un Victor Gyökeres. On va pas se laisser tromper par ses 14 buts de Première Ligue, c'était pas très bon la saison dernière et c'était pas assez bon par exemple au jeu de Mikel Arteta pour démarrer la finale de Ligue des Champions. Une finale de Champions où le verdict était le football a gagné. Vous vous souvenez les discours qu'il y avait au lendemain de cette finale de Champions, d'une finale de Champions où Arsenal, avec 69 passes réussies en première mi-temps, c'était le plus faible total depuis que les stats étaient comptés, depuis la finale de Ligue des Champions en 2024. Il y avait une seconde période pour Arsenal à 0,01 XG. Aucune production, bloc bas absolu. Et le football avait gagné. Stylistiquement, la saison dernière, Arsenal a remporté la Champions sans être beau, en étant même assez moche. Et alors, pour les fans d'Arsenal, c'est peut-être la chose la moins importante du monde. Peut-être ils s'en foutent complètement. Et c'est
Franchement, compréhensible. T'es pas là pour faire plaisir aux autres, t'es là pour gagner. Mais c'est pas vraiment mon angle, c'est pas vraiment mon sujet. C'est pas qu'ils doivent nous faire plaisir ou qu'ils nous doivent quelque chose, nous doivent absolument rien. C'est plus pour, objectivement, quelle empreinte est-ce que tu laisses dans l'histoire du foot quand t'as pas vraiment laissé de grands souvenirs ou d'émotions. Ça pose forcément un plafond sur à quel point ils impriment, oui, cette histoire-là. Donc, je dirais gagner le cœur des gens en jouant un foot plus sympa à suivre. Et c'est connecté à la deuxième chose, le deuxième grand défi d'Arsenal pour moi cette saison. Rentrer dans l'histoire, la vraie, la grande, avec un H majuscule. Le titre de Première Ligue l'année dernière, c'était un moment majeur de l'histoire d'Arsenal, mais c'était pas un moment majeur de l'histoire du foot tout court. Peut-être pour d'autres raisons que ce foot pas hyper kiffant. Peut-être la première, c'est que l'adversité était un peu faible. Le seul vrai challenger dans la course au titre, c'était un des moins bons City de l'ère Guardiola, qui termine à 78 points. 15 matchs, 9 nuls, 6 défaites, 23 victoires seulement. Et le champion en titre Liverpool a fait une saison catastrophique à 60 points, 53 buts encaissés, plus 10 seulement de différence de but. C'est un titre pour Arsenal en marquant seulement 71 buts par exemple. C'est le plus faible total pour un champion d'Angleterre depuis Leicester 2016. Et au bout, à part premier titre d'Arsenal depuis les Invincibles, il n'y a vraiment rien dans cette saison qui la rend spéciale ou historique objectivement. Par exemple, en Angleterre, on a vu sur les dernières années des titres à 100 points, les fameux Centurions. On a vu des titres à plus de 100 buts marqués. On a vu même pas mal des titres comme ça. On a vu des titres décidés à la dernière journée, parfois à la dernière seconde. On a vu des titres décidés d'un point parce que le rival t'a poussé à devoir faire 98 points parce que lui, il était à 97. Des mano à mano épiques comme ça. Ou même, ce titre d'Arsenal, c'était pas un titre augmenté par d'autres succès domestiques comme les fameux Formidables de City qui avaient tout raflé, qui avaient gagné l'APL, mais aussi FA Cup, League Cup, Community Shield, le quadruplé domestique. Voilà. C'était pas un titre si marquant que ça pour toutes ces raisons. Et une des nombreuses manières pour Arsenal, au-delà de toutes celles qu'on a citées, de rentrer plus dans l'histoire cette année, c'est juste de regagner. Pour le coup, on a mentionné plein de chemins vers marquer un petit peu plus l'histoire, mais s'ils faisaient simplement le back-to-back, même en produisant le même foot qu'on a vu cette saison, ça commence à être historique. Ça, c'est une vraie empreinte laissée. Ça, c'est une vraie période de domination. Peut-être pas de la manière dont on voudrait, entre guillemets, en tant que neutre, mais quand même une domination. Un début de dynastie. Je dirais qu'avec ce premier titre, Arsenal, pas celui-là de Community Shield, mais celui de la saison dernière, avec ce premier titre, Arsenal a écrit son histoire, et avec un deuxième cette saison, Arsenal commencerait à écrire l'histoire tout court. Et quoi ? Je pense qu'ils vont le faire. Franchement, comme je vous ai dit, Community Shield, je les ai trouvés excellents, même au-delà des buts, même au-delà de ce top ballon de Miles Lewis-Kelly pour Calafiori. Au bout, Odegaard a été excellent, vraiment excellent dans tout, et Tolisso, quel bon match. Pour une première, la remise pour Kai Havertz, Donnarumma était assez catastrophique. J'ai trouvé, mais sur la deuxième, très bonne pénétration et juste beaucoup plus de mouvement. City ouvrait les espaces et un petit peu inquiet pour le City de Maresca cette année, mais beaucoup d'espaces ouverts dont Arsenal a profité avec des projections à 5, Solis ici, Odegaard, quelle belle prise devant Gvardiol et après la petite feinte pour asseoir Donnarumma, c'était magnifique. Mais franchement, ils étaient très bons. Je vois pas vraiment qui va les challenger cette année. J'ai retrouvé beaucoup de cet Arsenal 2022-2023 qui m'avait tellement plu, dont j'étais complètement tombé amoureux, en plus en regardant, comme j'ai dit souvent, le documentaire All or Nothing dans la foulée, sur Mikel Arteta, etc. J'adorais cet Arsenal, c'est plus saison dernière, déçu fondamentalement, je trouvais pas que c'était kiffant à suivre, honnêtement. Mais si on a plus de ça, quel kiff ce serait. Et alors, niveau mercato, il y a encore peut-être une grosse prise à faire sur l'aile, parce que autant de Solis ça fait un bon match, autant pour moi c'est plus un meilleur Trossard que le mec qui te fait vraiment passer un cap sur la production offensive à gauche. C'est plus un excellent backup. J'ai vu quelqu'un dire, c'est Trossard qui a bien dormi. C'est Trossard avec la Oura Ring à 90 de notes de sommeil. Et ouais, meilleur Trossard peut-être. 22 buts, 29 passes D avec Bruges saison dernière, toutes compétitions confondues de Solis.
a déjà connu la première ligue avec Norwich, et ça c'était pas très bien passé, c'était tout début de carrière. Mais donc intéressant, peut-être j'attends un peu, c'est tôt encore, il a que 16 ans, mais l'éclosion de Max Doman, qui aurait plus joué la saison dernière, je pense, s'il n'avait pas eu cette longue blessure cheville, déchirure ligamentaire de la cheville, tenue écartée des terrains, genre plus de 2 mois, 2-3 mois en plein milieu, peut-être aurait eu plus de minutes là, et vrai talent que j'aime beaucoup. Ça pourrait donner un peu de jeu à Arsenal, mais il y a peut-être une prise supplémentaire à faire sur la gauche, encore plus si, comme on en entend parler beaucoup, Martinelli s'en va. Je pense Fabio Vieira, qui est revenu de près de Hambourg, va partir. Nwaneri apparemment est sur le départ aussi. Très très bonne prise, Bruno Guimaraes. Alors Guimaraes, Rice, Ødegaard, c'est assez impressionnant. Ils vont peut-être du coup lâcher Zubimendi, ok, intéressant. Peut-être au Real, peut-être on va en parler bientôt ça. Mais ouais, la structure défensive, elle reste toujours aussi bonne pour Arsenal, pas de souci, encore plus quand Saliba et Timber reviendront de blessure. Le milieu, il est impressionnant. Havertz, retour d'Havertz, qui je pense va assez nettement mettre Gyökeres sur le banc. C'est aussi une upgrade pour Arsenal. Et avec un peu de Doman et la prise de Toliss, c'est bien, mais je pense une vitesse supplémentaire pourrait être passée encore, avec une prise là sur les 15 derniers jours de Mercato. Malgré ça, quand je les vois favoris pour le titre, c'était 2,30 hier, c'est devenu 2,20. Favoris pour le titre en Première Ligue. C'est une belle distance qu'ils mettent aux autres. Hein. City à 4,50, Liverpool 7, Chelsea 9, United 11, Arsenal donc seulement 2,20. Ça reste le plus élevé des 5 championnats majeurs. Les autres favoris, on a Bayern à 1,08, PSG à 1,10. Bien sûr, en Liga, c'est Barça 1,75, même le Real poursuivant est à 2,25, l'Inter 1,85. Et pourtant, ce 2,20 bas par rapport aux autres en PL. Franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de value là-dedans. Je trouve très attractif. Je vois Arsenal gagner la Première Ligue et je vois Arsenal gagner la Première Ligue de manière, je crois, assez dominatrice. Parce que, d'une, ils sont forts. Et de deux, qui va vraiment être dans la conversation? Alors, je ne me suis pas encore penché sur le Liverpool d'Iraola et le Chelsea de Xabi Alonso. Mais si dit ce que j'ai vu, pas très rassurant. United, je pense, sera trop loin. Et je crois vraiment que c'est leur moment en Champions aussi. Moi, je les mettrais à égalité avec Arsenal, avec le PSG. 7, ils sont deuxième, Paris 5,50. Mais j'ai dit après la finale de Ligue des Champions la dernière, ou peut-être avant, que je voyais pas Arsenal gagner celle de 26, mais celle de 27 par contre, que c'était pour eux. On verra, on aura plus de temps pour discuter de tout ça. C'est le début de la saison, ça démarre à peine. Et les amis, on est à la conclusion donc de ce premier épisode de 26-27. Mais voilà, le mercato du PSG, qu'est-ce que c'est en train de donner? Les grands défis d'Arsenal, après leur histoire, l'histoire tout court, qu'ils peuvent réellement écrire, d'autant plus s'ils élèvent un petit peu le niveau de jeu, qui nous donnent un petit peu plus de plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ouais, je pense que la prochaine fois, donc Barça City, ce serait pas mal. Peut-être un troisième Real Liverpool. Ce Real là, il faut commencer à en discuter aussi. Mais ouais, très content de vous retrouver, très content de regarder max de matchs là. Je vais être sur une bonne petite période avec ma max dans les bras. Et la télé, Première Ligue, Ligue 1, Liga, Serie A, Bundesliga. Serie A, on n'a pas encore parlé, mais ça aussi, cette petite Juve là, Milan qui pose 74 millions sur Gonzalo Ramos. Et l'Inter qui est quand même net favori pour le titre. Bientôt le tirage au sort de la Champions, où j'espère qu'il y aura mon Noël. Demain, contre le Fener, la pression commence à monter. Franchement, c'est badant, mais je vois le Fener au-dessus. Hein. Je suis pas mal en stress, mais on va voir ça sur les 8 prochains jours, 8-9 prochains jours du coup. J'espère que ce premier épisode vous aura plu, j'espère qu'on sait encore faire. On va shake off the rust, on va perdre un petit peu la rouille et retrouver notre mojo petit à petit. Mais j'espère que votre semaine va bien démarrer. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve très très vite pour parler de tous ces clubs et lancer la saison 26-27 ensemble, la 10e ensemble. Prenez soin de vous et à très vite.